Le grand dialogue. Sikikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maudi. Chenni Beri. Sikikafoba. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire qui est toujours tendue au Mali et reste préoccupante dans le centre du pays. Face à cette situation, le nouveau Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga promet des mesures fortes pour rétablir la sécurité avant la présidentielle de juillet prochain. Nos invités sur ce plateau, Ibrahim Maïga de l'Institut d'études de sécurité ISS, Dr Ali Tunkara, sociologue, professeur Clément Dombélé, politologue. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue. Alors, quelle est la situation sécuritaire au Mali? Nous allons commencer par vous, professeur Dombélé. Bonsoir madame. La situation sécuritaire au Mali aujourd'hui, c'est qu'il y a 2/3 du territoire malien qui n'est pas sécurisé. Vous savez, dès que vous quittez Bamako, vous n'êtes plus dans la sécurité. Très rapidement, moi je viens de parcourir 12 800 km. J'ai rencontré les forces de l'ordre et de sécurité seulement quand je suis arrivé à Bamako et à la sortie de Kati. Le Malien vit dans une insécurité totale, ça il faut le dire. Je pense que mes collègues donneront plus de détails. Mais parler de la sécurité aujourd'hui au Mali, c'est dire que nous sommes à Bamako, il y a quelques quartiers et encore, et tous les critères de sécurité ne sont pas assurés, même à Bamako. Donc nous sommes dans un pays d'insécurité totale, il faut insister sur le mot d'insécurité totale. On rentrera dans le débat et on verra comment nous allons décliner en détail ces choses. D'accord. Alors, M. Maïga, selon vous, en sommes-nous avec la situation sécuritaire au Mali? Alors, je pense qu'il n'est pas possible de dire quelque chose de différent de ce que vient de dire le professeur Clément. Par contre, on peut rajouter en précisant peut-être les formes d'insécurité que vivent ou auxquelles font face les populations. Bon, on pense notamment aux actes terroristes donc, qui sont posés par les groupes armés dans le nord et dans le centre du pays. Mais vous avez aussi des actes de banditisme ou de criminalité qu'on appelle souvent criminalité ordinaire, mais qui sont de plus en plus fréquents. En particulier dans le centre et dans le nord du Mali. Vous avez aujourd'hui, il y a un bilan qui est sorti en début d'année, qui a été publié par le rapport, depuis l'année dernière par le rapport du secrétaire général des Nations Unies, qui attire l'attention sur le bilan de plus en plus élevé concernant les morts au sein des forces armées maliennes, mais également les civils tout court. Parce que les civils sont aujourd'hui la cible d'assassinats, de groupes parfois criminels, mais parfois aussi de groupes terroristes. Donc il est important de préciser que oui, il y a une insécurité généralisée aujourd'hui, qui est peut-être beaucoup plus inquiétante dans certaines parties du pays que d'autres. En plus de la menace que posent les groupes terroristes, il y a cette accentuation de la criminalité ordinaire. D'accord. Alors, M. Tunkara, qu'en dites-vous? Naturellement, je vais m'inscrire dans la même lignée de mes prédécesseurs. Mais fondamentalement, lorsqu'on parle de la sécurité, il est quand même important de la concevoir dans une dimension globalisante. Et quand vous prenez les régions dites nord et celles du centre, les manifestations de la sécurité diffèrent d'une localité à une autre. Les régions dites nord, vous avez des différents acteurs qui seraient à l'origine de l'insécurité. Alors, vous avez d'une part des bandits armés, effectivement, qui sont même antérieurs à la crise de 2012, mais lesquels bandits armés sont tellement réticents à la présence d'un État central, sont tellement réticents à toute forme de contrôle. Mais dans le même temps, au-delà de ces bandits armés, vous avez aussi des groupes, des acteurs qui ont la ferme conviction que l'action violente est sincère. Parce qu'ils pensent qu'effectivement, le fait qu'ils conduisent des actions violentes, ils sont en train de promouvoir l'islam, ils sont en train justement d'appliquer, ou en tout cas de nous aider à revenir aux sources ou aux fondements de l'islam. Donc il y a des acteurs effectivement qui ont cette conviction que leur mission est noble et sincère.
Au-delà de ces acteurs, vous avez aussi ce qu'il faut fondamentalement rappeler, des indépendantistes, lesquels mouvements ont pour finalité justement de se soustraire de l'État central, qui sont majoritairement comme groupe, on le trouve dans la région de Kidal, un peu partout aussi à Gao, à Tombouctou, mais il reste quand même un groupe marginal eu égard aux autres groupes de toutes les formes, qu'ils soient bandits ou extrémistes violents ou d'autres. Mais dans le même temps, quand vous glissez un peu vers le centre, vous allez vous rendre compte que la nature de l'insécurité, elle ne change pas fondamentalement, mais elle a plutôt cette dimension plus communautaire, cette dimension plus ethnique. Le cas de la région de Mopti, on a des groupes armés qui ont pour référent l'ethnique, on a des groupes armés qui ont pour référent le communautaire. Mais tous ces différents groupes, qu'ils soient des bandits armés, qu'ils soient des acteurs qui seraient d'accord avec la légitimité de l'action violente au nom du référent religieux, ou des acteurs qui revendiqueraient au nom du communautaire ou de l'ethnique, s'il y a un dénominateur commun, ils s'accordent tous à dire que l'État central peine à assurer pleinement ses fonctions régaliennes, notamment l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation, l'accès à des infrastructures de santé de qualité. Donc vous comprendrez aisément que la misère, elle ne légitime pas l'action violente, mais elle est une raison quand même essentielle pour comprendre le pourquoi nous assistons à une recrudescence de la rébellion, à une recrudescence de toutes les formes d'insécurité, ça et là. D'accord. Alors, l'année 2017 a été la plus meurtrière depuis que IBK est au pouvoir. Est-ce réellement le cas, professeur Dombélé? J'ai pas bien compris. L'année 2017 a été la plus meurtrière depuis que IBK est au pouvoir. Alors, je n'ai pas vraiment les chiffres. Je pense que mes collègues pourront donner des chiffres exacts, les statistiques. Mais il faut dire qu'il n'y a pas une année plus meurtrière que d'autres. Ce que nous savons, c'est que tous les jours, il y a des morts. Et tous les mois, il y a des morts. Vous savez, quand on est dans un pays comme le Mali, et qu'on peut tuer facilement des gens, 10 personnes, 15 personnes, et parfois on n'est même pas informé, les citoyens lambda ne savent même pas qu'il y a ça. Alors que dans d'autres pays, lorsqu'on tue un petit chien, il y a tout le monde qui s'acharne là-dessus, il y a quand même un grand problème. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose qui me conforte beaucoup. Il y a mon collègue, M. Tungara, qui vient de parler de cette absence d'autorité d'État qui est liée à la souffrance des populations dans leur vie quotidienne. Et c'est quelque chose qu'il faut tenir vraiment compte aujourd'hui. Si nous voulons lutter contre l'insécurité au Mali, si nous voulons aujourd'hui instaurer l'autorité d'État, si nous voulons aujourd'hui l'unité de ce pays, ce n'est pas compliqué. Il faut qu'on se dise cette vérité, que ce qu'il dit c'est vrai, qu'il faut lutter d'abord contre le chômage dans ces pays. Il faut lutter contre la famine. Il faut lutter contre la corruption. Et peut-être que je ne vais pas dévier le débat, mais j'appelle de tous mes voeux qu'on ne peut pas être citoyen, madame, quand on a faim. On ne peut pas être citoyen quand on vit dans l'injustice. On ne peut pas être citoyen quand il n'y a pas la présence de l'État. Et l'absence de tous ces éléments ne peut que favoriser l'intégrisme, le terrorisme. Enrouler les jeunes parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il faut créer de l'emploi, il faut créer le marché. Ce n'est pas de recruter des jeunes dans la fonction publique. Je fais partie de ceux qui sont contre et je l'assume. Il s'agit simplement d'impulser sur le secteur privé. Le développement local permettra de lutter contre l'insécurité. Et ce qui se passe aujourd'hui au Mali, on le vivra pendant 20 ans. Vous allez nous parler tout à l'heure parce que vous disiez que le Premier ministre a parlé tout à l'heure dans votre introduction, un plan. Et j'espère que dans ce plan, il met l'accent sur le développement local, qu'il met l'accent sur l'emploi des jeunes. Parce que ce n'est pas un problème militaire, et je le dis, je le redirai, dans 100 ans, je dirai la même chose. Le problème, ce n'est pas militaire. Il faut arrêter d'amener des jeunes pour se faire tuer dans le nord du Mali ou dans le centre ou ailleurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont militaires qu'ils méritent d'être tués. Il faut simplement trouver le problème. Et là, nous avons des éminents sociologues, nous avons des centres de recherche qui font d'être. Il faut respecter ces rapports-là, il faut les tenir compte, il faut
analyser ce qu'ils disent et aller vers le développement de ce pays. Sinon, on s'en sortira pas. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est les citoyens qui doivent pousser les autorités à faire quelque chose concernant l'emploi? La société civile doit jouer un rôle de contre-pouvoir lorsqu'il y a la corruption, lorsqu'il y a le chômage, lorsque l'État ne respecte pas ses engagements. La société civile, cette société civile qui est pratiquement absente au Mali parce qu'elle est au solde du régime. Le problème du Mali vient politiquement parlant du fait que le pouvoir politique pèse sur la société civile parce que dans un pays pauvre, pour avoir la subvention, pour être écouté, il faut souvent faire les lèche-bottes malheureusement. Et il y a une grande partie de la société civile qui se transforme en commandeur, en mendiant auprès de la politique pour finalement dire ce que les hommes politiques veulent entendre. Au lieu d'être un pesanteur sur l'espace, dans l'espace politique. Ça, c'est vrai. De l'autre côté, quand on dit que le citoyen doit peser sur les hommes politiques pour les exécuter, mais il faut dire que l'homme politique, c'est avant tout un citoyen. On n'a pas besoin de dire ce qu'on ne peut pas faire, on a simplement besoin de dire le minimum qu'on peut exécuter. Quand dans un pays, on pense que les gens ne sont pas éveillés, quand dans un pays, et regardez ces pays dans le chaos quand même. Je pense qu'aujourd'hui, si on tient compte de tout ce que ces gens-là disent, si on tient compte, parce que aussi c'est de la société civile, c'est des intellectuels, si on tient compte de 10% seulement de ce qu'ils disent depuis 2013, moi je les écoute, je les entends tous les jours, on changera quelque chose dans ces pays. C'est une question de volonté politique. C'est une question d'engagement citoyen dans l'espace politique. D'accord. Alors, Monsieur Maïga, que pensez-vous de cette déclaration du Parena? L'année 2017 a été la plus meurtrière depuis que Ibeka est au pouvoir. Voilà, c'est bien de préciser que c'est une déclaration du Parena qui est un parti d'opposition. Oui. Maintenant, la réalité, c'est qu'effectivement, il y a un nombre important de morts comparé aux autres années. Depuis, on va dire, l'élection présidentielle de 2013. Maintenant, il y a différentes raisons, différentes lectures à cette situation-là. On peut penser quelque part que c'est dû en partie à une volonté de redéploiement de l'État. Parce que quand vous regardez un peu l'identité des victimes, comme je le soulignais tout à l'heure dans mon intervention, on a un grand nombre de morts quand même au sein des forces armées maliennes, ce qui n'était pas le cas au tout début ou après l'intervention franco-africaine en 2013. Donc on a une présence de plus en plus significative des forces armées, des forces de défense et de sécurité maliennes, ce qui les expose davantage. On continue de déplorer des victimes du côté des forces internationales, que ce soit la MINUSMA ou autre. Donc oui, on peut répondre à la question par l'affirmative. Après, tout dépend de la lecture qu'on en fait. Est-ce que c'est dû au fait que l'État se veut de plus en plus présent sur le territoire national ou c'est plutôt dû à une sophistication des moyens d'attaque des groupes armés? Je pense que la première théorie est valable pour expliquer cette situation marquable. D'accord. Alors, Monsieur Tunkara, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport aux propos de Monsieur Maïga sur cette déclaration? Non, c'est vrai. Certes, les chiffres, il est quand même inquiétant. Bon, on avance jusqu'à 700 victimes en 2017, y compris civils, militaires. Mais ce qui est important à ce niveau à mettre en évidence, ce sont plutôt les différents acteurs qui sont sur le terrain, qui sont censés justement assurer, en tout cas, ou aider l'État central pour qu'il puisse retrouver une paix, une stabilité. Mais si vous prenez un peu les forces internationales, vous prenez les forces africaines, nos forces de sécurité et de défense, vous allez vous rendre compte que tous ces dispositifs sécuritaires restent faillibles quand même pour des raisons tout à fait plurielles. Dans un premier temps, vous regardez un peu toutes ces philosophies sécuritaires qui sont développées ça et là, mais lesquelles philosophies associent peu ou pas du tout les dynamiques locales. Vous allez demander à un état-major qui est basé à Bamako ou au Tchad ou à Paris ou à New York de vous faire un peu l'état de lié de l'insécurité au centre du Mali. Bon, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, sommes-nous dans des univers qui n'ont pas forcément de ponts leur permettant d'échanger, les permettant justement de concevoir des politiques globales. Vous allez également dans les régions nord, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ce sont les mêmes failles aussi qui sont observables. Beaucoup de forces de sécurité, qu'elles soient maliennes,
maliennes ou étrangères, mais avec beaucoup d'insécurité. Donc finalement, les populations ont même fini par se poser la question, est-ce tous ces différents acteurs qui sont sur le terrain n'ont-ils pas d'agenda différents? N'ont-ils pas des finalités qui sont tout à fait antinomiques, qui sont tout à fait contradictoires? Lesquelles finalités expliquent en partie le pourquoi aussi de l'insécurité. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y ait autant de forces sur un territoire certes vaste, mais avec une population quand même qui est à la limite maîtrisable. On est à peine 16 à 17 millions de toute la population malienne. En tout cas, c'est là question davantage l'efficacité des stratégies militaires, l'efficacité même des collaborations entre les stratégies. Si vous regardez tout ce qui est G5, tout ce qui est de l'aménagement, tout ce qui est ces unités africaines, nos forces de sécurité, il y a une absence totale de coordination où parfois les stratégies sont imposées aux pays d'accueil qui est le Mali. Donc on se rend compte que, prenons pour être beaucoup plus clair, la région de Kidal. Vous ne pouvez pas comprendre de 2013 à aujourd'hui que l'armée française étant accueillie par l'État malien, jusqu'ici, elle n'arrive pas, cette armée française, justement, à se créer un cadre justement propice pour le retour d'une partie au moins de l'armée malienne. On se rend aisément à l'évident que même si cette armée malienne, cette armée française, elle est tout à fait dotée de tous les outils dont on désire, si toutefois cette armée française, justement, elle est de bonne foi, mais du moment où elle n'associe pas l'armée malienne dans ses actions sur le terrain, le fait qu'elle n'associe pas l'armée malienne dans l'élaboration de cette stratégie, ça laisse entendre qu'effectivement, son agenda n'est pas forcément celui du Mali. Et dans le même temps, vous prenez aussi le G5 Sahel, vous allez vous rendre compte que déjà, les bailleurs ou ceux qui sont les acteurs clés sont hors de nos frontières. Tout cela dénote la suffisance à combien? Lorsque nous n'arrivons pas à nous gouverner, d'autres gouverneurs nous gouverneront. Je crois que le Mali est dans un état où la gouvernance est tout à fait faillible. On se trouve dans un état où l'État central peine à assurer une telle fonction aussi régalienne qui est quand même la sécurité de ses populations et de leurs biens. Je crois que, pour faire simple, dans le contexte malien, en dépit d'une gamme d'acteurs qui sont censés protéger ou en tout cas veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens, on se rend compte que les agendas sont tout à fait différents et lesquels agendas ne rendent pas le retour de l'État central facile dans certaines localités jusqu'en 2013 où l'État est absent. D'accord. Oui, M. Maga, vous voulez réagir Oui, peut-être deux éléments rapidement. Oui, allez-y. Le premier, c'est qu'effectivement, parfois quand on accorde une attention particulière aux actions de l'État ou des gouvernants, on a le sentiment que les enjeux ne sont pas bien compris, que la situation, les dynamiques leur échappent. C'est un jugement parfois trop sévère. Il y a au sein de l'appareil d'État, au sein de l'administration, des gens qui comprennent, qui ont une bonne compréhension des dynamiques sur le terrain. Maintenant, le problème, à mon avis, c'est la traduction de cette compréhension en outils qui permettent de régler la situation. C'est-à-dire que, globalement, comment on analyse ces données-là et comment on les transforme en recommandations opératoires. C'est-à-dire comment on fait une fois qu'on a compris la situation dans le centre du Mali, qui n'est pas, comme on peut le penser, uniquement le fait de groupes pseudo-djihadistes ou qualifiés comme tels, mais qu'il y a de véritables dynamiques à l'œuvre, des dynamiques locales, des dynamiques, je m'abstiendrai d'employer communautaire, mais voilà, des dynamiques locales qui font que la situation pourrit de jour en jour. Mais comment on transforme justement ces données-là en recommandations concrètes? On a vu l'adoption d'un plan de sécurisation intégré des régions du centre qui date quand même de février 2017 et qui aujourd'hui encore fait l'objet d'attention au niveau gouvernemental. Donc on peut légitimement se poser la question comment un programme ou un programme de cette nature qui a été élaboré un peu dans l'urgence et qui était censé répondre par des mesures urgentes à une situation, n'est toujours pas mise en œuvre une année après son adoption. Donc il y a des questions aussi à se poser à ce niveau-là. Et deuxième chose qui est un peu
dommage, et je pense qu'il est important d'attirer l'attention des autorités politiques là-dessus, c'est la tentation, et parfois même au-delà des autorités politiques, malheureusement de certains partenaires, la tentation de continuer à externaliser la sécurité, de laisser finalement la sécurité à des groupes ou à des acteurs non étatiques. Je pense que c'est une pente dangereuse et qu'il faut que dès maintenant que l'État malien et peut-être au-delà, les États de la région s'assument que la sécurité leur revient de droit. Maintenant, libre à eux d'imaginer une forme de sécurité qui implique les populations locales, qui implique des gouvernants locaux. Mais il est important que la sécurité soit garantie par une autorité qu'on peut appeler l'État. D'accord. Et oui, professeur Dambélé. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que ce que M. Toungara disait tout à l'heure. Vous savez, en sciences politiques, il y a quelque chose qu'on dit souvent que la bonne gouvernance repose sur 5 éléments majeurs, ce que les anglo-saxons appellent the 5 W. What, who, when, where, why. C'est ce qui manque aujourd'hui. What, who, when, where, why, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les acteurs, et quand est-ce que cela se passe, où est-ce que cela se passe et comment cela se passe. Lorsque vous arrivez à répondre à ces 5 questions majeures qui sont au cœur de toute activité de gestion humaine et de gestion sociale, et les sociologues sont d'accord là-dessus parce qu'ils travaillent beaucoup sur ces 5 questions majeures, et vous arriverez à faire une bonne expertise de problèmes. Quand quelqu'un fait une bonne expertise des problèmes, apporte la bonne solution. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Essentiellement, comment vous voulez apporter la sécurité à des gens qui ne savent même pas pourquoi vous êtes là? C'est là où moi je ne suis pas, c'est là où je ne comprends pas. Cette forme de schizophrénie aujourd'hui dans la gestion sécuritaire au Mali, c'est que le Malien lambda, le paysan ou le berger ou le commerçant malien, que ce soit à Kidal, à Taoudounou, à Sikassou, n'importe où, quand tu lui poses la question, la France, elle est là pour combien de temps? Quelle est la vraie mission de la force française, ou l'aménagement, ou le G5? On ne sait même pas pourquoi. On ne sait pas dans combien de temps ils seront là. On ne sait pas quelles sont les stratégies. Pourtant, tout est là dans le document. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de développer une stratégie de relations communicationnelles basée sur l'information, la formation, la sensibilisation et la mobilisation des populations? C'est ça mon problème dans tout ça. Et on ne peut pas s'en sortir comme ça parce qu'il faut impliquer les acteurs dans le processus de la sortie de cette impasse. Et ces acteurs, il faut dire, ce sont les populations. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les forces extérieures, c'est la population avant tout qui est concernée, qui est victime et qui sera acteur, qu'il faut impliquer dans le processus. Ce n'est pas le travail de quelques experts là-haut et ce n'est pas la décision de quelques personnes politiquement parlant, mais il faut impliquer tous les acteurs dans ce processus de développement. Là, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et je le dis, je le répète, excusez-moi de me répéter, mais le développement local. Il faut passer par ça. Il faut que les gens... Un jour, dans une émission, M. Toungara disait que les gens vivent dans un sentiment d'insécurité qui les pousse aujourd'hui à ne plus croire à l'État. Fin de citation. Il avait dit. Et je répète la même chose. Tant que les gens pensent qu'il n'y a pas de justice dans un pays, tant que les gens pensent qu'ils ne sont pas concernés dans leur propre vie quotidienne, tant que les gens pensent qu'on leur ment, madame, je suis désolé, il n'y aura pas de sécurité. Commençons d'abord par le commencement, après le reste viendra tout naturellement. Et le problème est là. D'accord. Oui, M. Toungara, qu'avez-vous à dire par rapport... Non, je crois que les propositions sont vraiment planétaires et elles sont aussi maliennes à la fois. Mais dans le même temps, ce qu'il évoque, Dr Dambélé, est tout à fait intéressant. Le fait que dans nos solutions imaginées dans nos salons ne sont pas forcément en phase avec nos logiques locales. Et il est extrêmement important que les populations locales soient lettrées ou pas, qu'elles soient impliquées dans leur propre développement, notamment sécuritaire. Comment vous pouvez imaginer qu'on arrive à apporter des solutions au problème auquel une population est confrontée, laquelle population elle-même est à la touche. Je crois que ça c'est extrêmement important, que l'intelligence militaire, que l'intelligence politique sorte de ces carcans intello-africains, voire mondial, qui consiste justement à exclure les prises de décision de tous ceux qui n'ont pas forcément passé par de grandes écoles. Je crois que dans le contexte malien qui parle de l'insécurité, fait aussi allusion à cette compétition
complexité d'acteurs sur le terrain fait aussi allusion à cette pluralité des facteurs qui expliquent le pourquoi de la recrudescence de l'insécurité. Mais ce qui est important également, je crois que tout n'est pas macro, tout n'est pas du domaine de l'État. Si vous prenez aussi ce que Maïga appelle les dynamiques locales, vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau également, nous assistons à des changements qui sont induits par différents facteurs. Le fait qu'il y a un effritement aussi de l'autorité traditionnelle qui expliquerait le pourquoi aussi de plus en plus d'acteurs sont peu attentifs justement à la conscience collective. Vous allez dans nos différentes localités, vous allez vous rendre compte que nos familles font aujourd'hui l'objet à des mutations, lesquelles mutations peinent à épouser l'institutionnel et le traditionnel. Donc un vide s'est créé. Comment combler ce vide? Les solutions, elles ne sont pas seulement administratives, elles ne sont pas seulement militaires, elles font appel à la fois à l'administratif, le militaire, le local, en puisant justement dans ces logiques locales des mécanismes qui ne coûtent même pas cher, mais susceptibles justement d'apporter des solutions durables à l'insécurité, d'apporter des solutions durables justement à l'employabilité des jeunes, d'apporter des solutions surtout durables à toutes ces tensions intracommunautaires qui aujourd'hui dépassent entièrement toutes les compétences militaires dans le cas du centre du Mali. Comme vous venez de le dire, dans le centre du Mali, est-ce qu'on doit plus s'inquiéter pour le centre actuellement que le nord? Parce que le rapport du Conseil de sécurité de l'ONU et le communiqué du Parena, tous dénoncent une dégradation de la situation, surtout dans cette zone-là. Oui, justement, l'inquiétude, elle est à nourrir, elle est fondée. Pour le cas du centre, là, sa particularité, c'est ses regains d'intérêt vis-à-vis du communautaire et vis-à-vis de l'ethnique. Certes, si vous prenez les régions dites nord, vous allez vous rendre compte que les populations qui seraient en déphasage avec le pouvoir central, elles restent une minorité pour le cas de toutes les régions du nord. Mais pour le cas du centre, nous assistons justement à un déplacement du centre de gravité de l'insécurité. L'insécurité au nord, au centre, a pour nom la distribution de la justice à géométrie variable. L'insécurité au centre a pour nom une communauté ou une ethnie se sentirait lésée. L'insécurité au centre a pour nom justement les clichés qui traversent les communautés. Je le disais dans une de mes émissions qu'effectivement, vous avez des populations qui cohabitent, mais lesquelles populations sont dans des clichés. Si vous élaborez des normes, des attentes normatives, lesquelles attentes n'ont aucune objectivité. Un peu à l'impression qu'un dogon ne le considère pas, un dogon aussi a l'impression qu'un malinqué ne l'estime pas. Vous voyez, ce sont ces clichés qui rythment le quotidien de nos populations au centre. Mais lesquels clichés ont été repris par les différents mouvements afin de leur donner justement un habillage extrémiste avec le référent religieux. Donc le cas du centre, l'inquiétude réside dans le fait qu'on a beaucoup joué sur la ficelle ethnique. Mais laquelle ficelle nous apparaît parfois religieuse, elle ne l'est pas. Quand vous créez à fond, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ce sont plutôt ces clichés communautaires, ethniques qui rythment le quotidien et non le religieux comme facteur essentiel. D'accord. Oui, M. Maïga, partagez-vous cette analyse de M. Tounkara? Alors, sur certains points, oui. Sur certains points, je partage son analyse. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je ne vais pas me donner à une hiérarchisation des craintes, des inquiétudes et de la menace. Je pense qu'il est tout aussi important de s'inquiéter pour le nord du Mali, de la situation dans le nord du Mali, qu'à la situation dans le centre du Mali. Je pense que c'est deux situations extrêmement inquiétantes auxquelles il faut apporter des solutions. Maintenant, les situations sont différentes. Effectivement, au nord, l'une des caractéristiques, c'est que vous avez des groupes armés peu ou prou identifiés. Vous avez ce qu'on appelle les groupes armés signataires, qui ont un certain nombre de revendications pour lesquelles l'État et eux ont conclu un accord, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Donc vous avez des acteurs bien identifiés avec qui le dialogue a été instauré, même si il peut parfois sembler être en panne. Mais le dialogue est instauré dans le cadre de l'accord de paix, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord de paix. Au centre, la situation est beaucoup plus confuse parce que vous n'avez pas, en dehors de certains groupes qui veulent apparaître comme des interlocuteurs crédibles, et la question qu'on se pose, est-ce que ce n'est pas pour les prébendes ou les bénéfices qu'un accord induirait pour que ces acteurs s'intéressent ou se mettent de l'avant de telle façon. Vous n'avez pas d'interlocuteur ou en tout cas de
d'interlocuteurs bien identifiés. Je pense que c'est une différence fondamentale avec la situation dans le nord du pays. Parce que dès que vous arrivez à la situation dans le centre du pays, vous êtes tenté de demander mais qu'est-ce qui se passe? Avec qui il faut discuter? Parce que la situation est confuse, il y a des attaques et ça repose encore une fois de plus la question de est-ce qu'il faut discuter avec les groupes qu'on a catalogués comme étant des groupes djihadistes. C'était une question à laquelle on ne souhaite pas répondre pour des raisons qui me sont étrangères, je le concède, mais c'est une question qui est là et qu'il va falloir à un moment ou à un autre affronter. D'accord. Alors, professeur Dombélé, est-ce que la situation au centre est plus compliquée qu'au nord, selon vous? Je ne dirais pas comme ça. En fait, j'aimerais bien aborder autrement et rejoindre M. Maïga. Vous savez, si au nord du Mali, il y a deux grands problèmes. Il y a les indépendantistes avec la vieille lune de Azawad, et il y a aussi des gens qui s'identifient comme étant des djihadistes. Alors que quand on va vers le centre, il y a un problème de territorialisation ethnique que M. Tongara évoquait tout à l'heure. Mais c'est général, madame. Vous savez, il n'y a pas que le nord et le centre. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques jours, on m'a appelé pour me dire que il y a un car de transport qui faisait le tronçon à l'intérieur des Cailles, qui a été stoppé par 4 personnes sur 2 motos de type Jakarta, dont on appelle ici Jakarta, et qui ont arrêté le car, qui sont rentrés. Et vous m'excusez l'expression, ils ont pris 2 femmes, ils les ont violées, je m'excuse, et ils sont venus dérober de l'argent aux gens, ils sont partis. Dans un pays où 2 Jakarta peuvent stopper un car de transport, c'est qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas, ça veut dire que nous sommes quand même dans l'insécurité. Donc le problème, c'est pas seulement le nord, le centre. Comme il disait, on ne va pas hiérarchiser. C'est général, ça ne va pas de façon générale, et il faut aujourd'hui que, au-delà du discours politique, au-delà des différences politiques, apporter des vraies réponses à ces problèmes qui se posent. Et je suis tenté aujourd'hui de dire qu'il faut se retourner vers ceux qui sont sur le terrain, qui mènent des enquêtes, des études, et qui sont quand même plus proches de la réalité que des pseudo-teneurs de résultats qui sont dans leur bureau à penser à la place des Maliens. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut se rapprocher des populations et la solution se trouve auprès des populations. Oui, allez-y, M. Maïga. Oui, juste un point supplémentaire. Je me rappelle en 2013-2014, quand le gouvernement malien avait conclu un accord préliminaire qui avait permis l'organisation de l'élection présidentielle et des élections législatives. Des gens bien informés ont tiré la sonnette d'alarme en disant que cette problématique qu'on qualifie de crise au nord du Mali ou crise du nord du Mali est une crise malienne. Et donc à cela, il faut associer tous les Maliens à sa gestion et à sa résolution. Naturellement, il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Mais si on veut construire des solutions durables, des solutions pérennes, et que le reste du pays se sente concerné par ce qui se passe au nord de son territoire et au centre de son territoire, parce qu'aujourd'hui, quelle est l'impression générale quand on traîne dans les rues de Bamako? On a l'impression qu'il y a une situation explosive dans le centre du pays ou dans le nord du Mali, mais qui ne nous touche pas directement. On est habitué à écouter à la radio qu'il y a eu une attaque, un convoi a sauté sur une mine, mais voilà, il n'y a aucune réaction à la chaîne. Aucune réaction à la chaîne, ce qui est dû en partie effectivement à une gestion peut-être cavalière de la situation dans le nord du pays. Et c'est ce qui m'amène justement à appeler à un dialogue inclusif, à une résolution inclusive de la situation, que ce soit dans le centre ou dans le nord du Mali. La tentation est grande de mobiliser uniquement les acteurs du centre aujourd'hui et de leur parler. Il est important de parler directement avec les acteurs qui sont impliqués dans la problématique au centre, mais il est important de tenir aussi à informer les Maliens, parce que quelqu'un qui est à Sikasso, moi c'est un discours que j'entends beaucoup, quand vous partez à Caïou à Sikasso, les populations, ou en tout cas il y a des individus qui ont le sentiment que tout a été donné au nord, mais que c'est encore eux qui continuent de poser problème. Donc il y a un équilibre à faire à ce niveau. Ça passe par une gestion inclusive, ça passe aussi par la communication dont a parlé professeur
professeur Clément tout à l'heure, parce que effectivement l'argent est le premier nerf de la guerre, mais la communication est également le deuxième nerf de la guerre. Donc il est important, en plus de l'argent ou de l'investissement qu'on peut faire pour telle ou telle zone, pour telle ou telle localité, d'impliquer le maximum de Maliens. Mais le Premier ministre annonce des mesures. Le défi sera-t-il relevé par ce nouveau gouvernement selon vous? Alors, le Premier ministre, il faut rappeler que c'est quelqu'un qui est réputé pour avoir une bonne connaissance des enjeux sécuritaires, au regard de son expérience nationale d'abord et ensuite internationale. C'est probablement le Premier ministre, des 5 Premiers ministres de l'ère IBK, celui qui est le plus expérimenté au rouage ou au fonctionnement de l'État, puisque on peut dire que c'est quelqu'un qui est là au moins sur l'espace, dans l'espace public, dans l'espace politique surtout, depuis 90, donc depuis l'avènement de la démocratie. Donc il est bien rompu au rouage de l'État. Cette expérience peut effectivement lui permettre, cette expérience du terrain d'abord, mais aussi de la connaissance des acteurs. Il connaît bien les acteurs, il comprend bien les dynamiques sur le terrain, peut lui permettre d'aller beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a pas la maîtrise ni du terrain, ni des acteurs. Maintenant, la réalité, c'est qu'on est dans un contexte bien précis. On est à 6-7 mois de l'élection présidentielle. Le calendrier n'est pas anodin, il n'a pas été nommé Premier ministre en décembre. Pour rien. On aurait pu le nommer, j'ai envie de dire, il y a 2 ou 3 ans. Parce que la situation n'est pas fondamentalement différente. Donc pourquoi le nommer en décembre 2017? C'est pour qu'il pose des actes assez rapides. Et cela peut s'inscrire effectivement dans une stratégie, on a envie de dire, préélectorale. Alors, Monsieur Tounkara, quelle est votre observation par rapport à ça? Bon, pour arriver justement à la trajectoire du Premier ministre, M. Ismaël Boubaye Maïga, je crois que ce qui est inquiétant dans sa trajectoire politique, c'est la non-cohérence en fait. De 90 à maintenant, nous avons un monsieur qui est super intelligent incontestablement, qui a une connaissance sans équivoque des acteurs aussi, qui serait à l'origine de l'insécurité. Personne ne peut contester cela. Mais en dépit de cette connaissance des acteurs, si l'action n'est pas cohérente, ses effets sont naturellement biaisés. Vous ne pouvez pas être avec tous les régimes sans exception et avoir des principes qui vous sont chers. C'est d'où toute mon inquiétude quant à sa personnalité. M. Ismaël Boubaye Maïga, effectivement, si vous regardez un peu son parcours, de la transition du président ATT dans les années 90 à aujourd'hui, il n'y a pas un quinquennat au Mali où M. Boubaye Maïga n'a pas été comptable de son bilan. De ce fait, certes, il suscite pas mal d'espoir chez les Maliens, mais je crois que la déception, elle n'est pas loin au bout du tunnel, par la simple raison que, quelle que soit l'efficacité d'une action, si la cohérence n'est pas de mise, je crois que cette action, elle ne pourra pas nous aider justement à retrouver la paix. M. Ismaël Boubaye Maïga, si vous regardez l'équipe qu'il a composée, elle n'est pas fondamentalement différente des équipes précédentes. Beaucoup de Maliens étaient contents lorsque le quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta avait fait appel à Tatamli et même à Moussa Marader. Cela avait suscité justement un engouement chez les Maliens. Mais franchement, quand on analyse la cartographie des acteurs politiques maliens, il y avait quand même des noms qui font peur. Et il y a des noms qui nous font penser à la trahison. Il y a des noms qui nous font penser à des Mali. Un Mali où tout est clean, où tout est... C'est l'attraction, c'est la tranquillité de l'âme. Il n'y a qu'une minorité d'élite qui connaît cet univers malien, où vous avez une écrasante aussi majorité des Maliens qui vivraient dans un Mali officiel où on n'a pas accès à l'eau, on n'a pas accès à une éducation de qualité, on ne connaît même pas les châteaux. Donc vous voyez finalement que son parcours n'est pas forcément en lien avec ce qu'un Malien vit de Gao, à ce qu'un Malien vit de Tombouctou, à ce qu'un Malien vit de Mopti. Donc cette non-cohérence de sa trajectoire me pousse à dire que les actions qu'il est censé conduire peuvent avoir aussi justement des répercussions sur cette non-cohérence. D'accord. Alors, professeur Dembélé, partagez-vous les mêmes inquiétudes que M. Tounkara? Oui, on ne peut pas quand même contredire la vérité. Vous savez, le problème, c'est que, madame, quand on a plus d'espoir, on croit à l'espérance. C'est ça la déception profonde dans toutes ces histoires. Comment vous pouvez croire que dans 7 mois, dans 7 petits mois, il y a des élections, qu'on vient nous faire croire que
on va faire la magie et tout va changer. Quand on a changé 7 fois de gouvernement, 5 premiers ministres, 205 ministres, même si c'est du football américain, je pense que soit c'est l'entraîneur qui est mauvais ou il faut arrêter de jouer. C'est-à-dire qu'on arrive à un point aujourd'hui où il faut qu'on se dise la vérité. Non, la solution, elle n'est pas là, c'est vrai, c'est pas vrai. On ne s'y ment pas. Tout ce qu'on va nous raconter aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche? Il y a 3 ans, comme disait mon cher ami, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas proposé dans ces pays, madame? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait de sessions, de conférences, de rencontres, etc. etc. Tout relève de l'utopie et de la théorie. Aujourd'hui, le Malien veut du concret et ce concret n'est pas là. En 7 mois, le problème de sécurité du Mali ne sera pas réglé. C'est pas vrai. Il faut qu'on soit... Est-ce que les élections pourraient-elles se tenir dans ces conditions? Pourquoi les élections n'auront pas le jour? Fait une proposition, c'est pas compliqué. On fera les élections, parce que de toute façon, si on ne fait pas les élections, ça sera anticonstitutionnel. Il faut que je trouve un Malien qui me trouvera la solution. De dire que bon, on ne fait pas les élections, on va mettre en place un gouvernement de transition, c'est des rumeurs de Bamako. On va faire un gouvernement de transition, mais qu'on me dise pourquoi on va faire un gouvernement de transition, dans quel contexte et comment on va le faire. J'aimerais bien qu'on trouve dans notre constitution un point qui nous permet de faire ça. Si ce n'est pas un consensus, une autre trahison du peuple malien. Mais revenons sur le cas des élections comme vous posez. Pourquoi on ne ferait pas... Vous savez, on peut faire les élections dans la situation actuelle du Mali, même dans notre insécurité. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, au XXIe siècle? Il faut qu'il y ait l'innovation intellectuelle dans la politique. Je propose aujourd'hui 2 choses. La première chose, tous les Maliens n'ont pas la carte Nina. D'accord, on ne pourrait pas donner la carte Nina à tous les Maliens. Il n'y a aucune famille, même à Bamako, où tout le monde a la carte Nina, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est un réseau de corruption parce qu'il faut aller à Corofina, à côté de la mairie, pour payer soit 15 000 francs et quelque chose pour qu'on te donne ta carte Nina. Maintenant, comme tout le monde n'a pas la carte Nina et que le gouvernement ne peut pas donner la carte Nina à tout le monde, mais qu'est-ce qui nous empêche de dire que la liste électorale va tenir compte de la pièce d'identité national et il va tenir compte du passeport. Parce qu'il y a des numéros uniques quand même qui nous permettent d'identifier un Malien. Pour pallier à ces problèmes, à ces déficits de carte Nina. Permettez-moi juste une seconde. Maintenant, si nous partons dans ce registre-là, pour que tous les Maliens votent, même à Kidal, on peut voter au Mali. À Tadoni, on peut voter sans les bureaux de vote. Orange aujourd'hui, je vous explique. Les opérateurs téléphoniques aujourd'hui, qu'on fasse un logiciel qui permet simplement d'ouvrir ce logiciel. 87% des Maliens possèdent aujourd'hui un téléphone. Il suffit de payer seulement 3 milliards pour donner une journée à tous les Maliens d'avoir l'accès à l'Internet. 3 milliards de francs CFA, tout le monde a accès à l'Internet et partout tu peux voter dans ton lit, tu ouvres seulement ce logiciel avec ton numéro de pièce d'identité pour t'identifier et voter. Malheureusement, le temps nous fait défaut. C'est malheureusement, mais voilà, on peut faire les élections, il ne faut pas que les Maliens acceptent qu'on leur mente encore, on ne prendra pas le Mali en piège. D'accord. Alors, M. Maïga, quelles doivent être désormais les mesures pour arriver à bout de cette situation? 30 secondes, malheureusement, le temps nous fait défaut. Oui. Alors, c'est compliqué de répondre à votre question parce que je ne sais pas de quelle situation vous parlez. La situation sécuritaire. Ce qui est clair, et comme cela a été rappelé, on ne résoudra pas la situation d'insécurité dans laquelle est plongé le Mali en 7 mois. C'est une illusion de penser qu'on le fera. Par contre, on peut poser des mesures fortes, comme le Premier ministre l'a suggéré, qui vont permettre une amélioration de la situation. Et c'est ce sur quoi je pense qu'il est attendu et qui sera attendu au cours des prochains mois. D'accord, oui, monsieur je crois que très rapidement, il faut penser à des solutions globales en impliquant davantage les populations qui sont les premières victimes de cette insécurité. Mais dans le même temps, il est extrêmement important que l'État malien se ressaisisse quant à ses fonctions régaliennes. Je ne peux pas comprendre qu'un État aussi au XXIe siècle accepterait de coopérer avec d'autres États, lesquels États justement cet État central évolue sous leur coupole. Je crois que ces retours à la souveraineté, ces retours justement à ces Mali dont beaucoup s'étarguent, il est quand même nécessaire que l'État malien retrouve sa souveraineté, que toutes les forces qui sont présentes sur son territoire évoluent sous sa coupole. Je crois que c'est ce qui bloque aujourd'hui, depuis 2013 à aujourd'hui. Pourquoi nous n'arrivons pas à des solutions maliennes à nos problèmes? D'accord. Oui, en 30 secondes, monsieur. En 10 secondes. Moi, je propose une concertation populaire et citoyenne. Je l'ai déjà fait et je pense que tout le monde peut le faire. Il faut concerter les Maliens. P1. Deuxièmement, et je l'ai dit, je le répète, il faut donner de l'emploi aux jeunes. C'est
eux qui sont enrôlés, ceux qui sont victimes, 77% de la population malienne est de 18-35 ans, donner de l'emploi aux jeunes, on va produire, on va s'entendre, on va se comprendre. Le Malien n'est pas conflictuel, mais quand on a faim, quand on ne peut pas se soigner, on ne croit pas à l'État et on va se lancer dans n'importe quoi. Donner de l'emploi aux jeunes et mettre les Maliens dans la justice. Merci, professeur Dambélé. Et cela me fait à ce débat sur la situation sécuritaire dans le pays. Un grand merci à nos invités, Ibrahim Meiga de l'Institut d'études de sécurité ISS, Dr Ali Tunkara, sociologue, professeur Clément Dambélé, politologue. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Philly Dambélé. La régie vidéo est assurée par Peting Diara. C'est une réalisation et une coordination de Mohamed Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.